À la fête d'anniversaire de mon père, mon badge portait l'inscription « La déception ». Ma belle-mère a ri. Eh bien, c'est vrai. Alors je me suis levé, j'ai fait teinter mon verre et j'ai dit « J'aimerais porter un toast, à la dernière fois que vous me verrez ». Papa s'est étouffé, mais le vrai choc est venu quand j'ai franchi la porte et laissé derrière moi un dernier. Ils ne l'ont jamais vu venir. Je m'appelle Freddy Montgomery, à 27 ans, je ne m'attendais pas à être qualifié de déception sur un vrai badge nominatif. Pourtant, me voilà, dans ma robe soigneusement choisie, fixant les lettres cursives élégantes sur ma poitrine, pendant que tous les autres à la fête du 60e anniversaire de mon père portaient des titres appropriés. Quand j'ai levé les yeux, ma belle-mère Audrey avait un sourire narquois. Elle a même ri et a dit « Eh bien, c'est vrai ». Ce moment a cristallisé des années de négligence émotionnelle en une clarté parfaite et terrible. Si vous avez déjà dû vous défendre contre une famille qui aurait dû vous protéger, dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous pour voir ce qui s'est passé quand j'ai enfin trouvé ma voix après des années de silence. Je me souviens quand j'étais la petite étoile de mon papa, avant que mes parents ne divorcent quand j'avais 8 ans. Papa me balançait sur ses épaules au parc, disant à quiconque voulait l'entendre que j'allais diriger son entreprise un jour. William Montgomery, le promoteur immobilier montant de Boston, avait de grands projets pour sa fille unique. J'ai encore la photo de mon 7e anniversaire, où il me regarde avec une telle fierté alors que je souffle mes bougies. Cette photo est sur ma table de chevet comme un rappel de ce que nous avions autrefois. Le divorce est arrivé soudainement pour moi, mais il couvait depuis des années. Maman en avait assez de la dépendance de papa au travail et il en avait assez de ses plaintes. Je suis resté avec maman pendant la semaine et j'ai rendu visite à papa le week-end pendant environ 1 an. Ces week-ends étaient précieux. Il m'emmenait au musée, au glacier, partout où une petite fille pourrait vouloir aller. Nous parlions de mes dessins, qui montraient déjà des promesses artistiques. Tout a changé quand papa a rencontré Audrey Frazier à un gala de charité. Elle avait 30 ans à l'époque. Une ancienne mannequin aux pommettes saillantes et à l'ambition encore plus acérée. En 6 mois, ils étaient mariés. 6 mois plus tard, mes visites du week-end sont devenues des exercices d'inconfort croissant. Audrey n'a jamais été ouvertement cruelle au début. Elle était trop intelligente pour ça. Au lieu de cela, elle faisait de petits commentaires. Quand papa complimentait mes dessins, elle soupirait et disait quelque chose comme « Je suppose que l'art abstrait est à la mode ces jours-ci ». Quand je parlais de l'école, elle interrompait pour discuter de l'école privée où elle voulait envoyer ses futurs enfants. Papa n'a jamais remarqué comment elle dominait les conversations ou détournait son attention. Il était trop épris de sa beauté, de ses relations sociales et de la façon dont elle organisait sa vie. Quand j'ai eu 12 ans, ils ont eu Jordan. Mon demi-frère était mignon. Je lui accorderai ça. Papa était ravi. Voici son fils, son héritage. J'ai essayé de créer un lien avec le bébé, mais Audrey avait toujours une excuse pour que je ne puisse pas le tenir ou le nourrir. Il ne se calme qu'avec moi, disait-elle. Ou, ton parfum pourrait déclencher ses allergies. À l'adolescence, le fossé s'est creusé. Mes visites du week-end se sont réduites à 1 fois par mois, puis aux occasions spéciales seulement. Papa avait toujours une excuse. Les matchs de foot de Jordan, des réunions d'affaires, des événements caritatifs. La vérité était que je ne cadrais plus dans l'image de la famille qu'Audrey était en train de façonner. La vraie fracture est survenue pendant ma dernière année de lycée, lorsque les discussions sur l'université ont commencé. Papa m'a emmené dîner, juste nous deux, une chose rare à l'époque. Je lui ai parlé avec enthousiasme des écoles d'art auxquelles je postulais, de la préparation de mon portfolio, de mes rêves de devenir illustratrice ou graphiste. De l'art ? Sa fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Freddy, ce n'est pas un vrai chemin de carrière. C'en est un pour moi, papa. Je suis vraiment doué et mes professeurs pensent que je pourrais obtenir des bourses. Il a posé ses couverts. J'ai toujours supposé que tu irais en école de commerce. Suivre des cours d'économie. Te préparer pour le monde réel. Le monde réel a de l'art, ai-je argumenté. Et je serais malheureuse en école de commerce. Tu n'en sais rien. Tu as mon sang. Le sens des affaires des Montgomery. Nous avons discuté pendant 1 heure. Il a promis de payer pour n'importe quel programme de commerce que je voulais. J'ai tenu bon. Quand il m'a ramené chez maman, il était silencieux, sa déception palpable dans la voiture. J'apprendrai plus tard de maman qu'il l'avait appelé ce soir-là, la blâmant d'avoir rempli ma tête de bêtises artistiques. Maman,
qui travaillait comme comptable, a trouvé cela particulièrement amusant. J'ai été accepté à la Rhode Island School of Design avec une bourse partielle. Papa a refusé de contribuer d'un centime à mon éducation. Maman a aidé autant qu'elle le pouvait, et j'ai contracté des prêts pour le reste. J'ai travaillé à temps partiel tout au long de mes études universitaires, manquant souvent les événements familiaux parce que j'étais trop occupé à essayer de survivre. Chaque anniversaire ou fête manquée semblait renforcer l'idée de papa que j'avais choisi l'art plutôt que la famille, plutôt que la réalité que je travaillais 3 emplois pour payer l'éducation qu'il avait refusé de soutenir. Maman est morte soudainement d'un anévrisme pendant ma 3e année d'université. Les funérailles ont été la première fois que j'ai vu papa en près d'1 an. Il m'a serré dans ses bras avec raideur. Audrey se tenait à distance et Jordan, âgé de 8 ans, se cachait derrière ses jambes, ne reconnaissant pas la demi-sœur qu'il connaissait à peine. Papa a offert des condoléances génériques, puis a mentionné qu'il avait une réunion importante et qu'il devait partir tôt. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai emménagé dans un minuscule appartement dans le quartier de Jamaica Plain à Boston. Loin du manoir de Bécon où vivaient papa et sa nouvelle famille, mon logement était tout ce que je pouvais me permettre. En essayant d'établir ma carrière, j'ai trouvé du travail dans une petite agence de design, gagnant juste assez pour couvrir mes prêts et mon loyer. J'ai envoyé à papa une annonce de mon premier projet de design professionnel. Son assistant a répondu par un email de félicitations générique. Jordan est devenu une version miniature de ce que papa voulait que je sois. À 14 ans, il discutait de portefeuille d'actions et suivait papa au bureau. Audrey s'assurait que leur réalisation figurait en bonne place sur les réseaux sociaux. Jordan remportant des concours de commerce, Audrey siégeant à des conseils d'administration de charité, papa recevant des prix civiques. Leur vie semblait parfaite de l'extérieur, un homme d'affaires prospère, sa belle-femme et leur fils prodige. J'ai continué à essayer de maintenir un lien. Tous les quelques mois, je tendais la main avec un texto, un email, une carte d'anniversaire. Parfois, papa répondait, généralement avec de brefs messages. Content que tu ailles bien. Occupé avec le développement Johnson. On se parle bientôt. Ce « bientôt » arrivait rarement. La semaine avant la fête du 60e anniversaire de papa, j'ai connu un revers professionnel majeur. L'agence de design où je travaillais a perdu son plus gros client, et la moitié du personnel, y compris moi, a été licencié. J'étais en retard sur mon loyer, je postulais frénétiquement à des emplois et je me sentais particulièrement vulnérable lorsque l'invitation officielle est arrivée dans ma boîte aux lettres. J'ai failli la jeter. Le lourd papier cartonné crème avec des lettres dorées en relief semblait se moquer de mes meubles IKEA et de mon décor de friperie, mais quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite de papa. J'aimerais que tu sois là, Freddy. Juste ça. Aucune mention des années de distance, aucune question sur ma vie. Pourtant, c'était une communication plus personnelle que je n'en avais reçue de sa part depuis des années. J'ai décidé d'y aller. Peut-être que le fait d'avoir 60 ans l'avait rendu réfléchi. Peut-être qu'il voulait reconstruire notre relation. Peut-être que c'était l'ouverture que j'attendais. J'ai dépensé la moitié de mes économies restantes pour une robe que je ne pouvais pas me permettre. J'ai trouvé une montre vintage dans une vente de succession qui ressemblait à celle qu'il avait admirée dans mon enfance, et je me suis préparé émotionnellement à ce que j'espérais être un tournant. Comme j'étais naïve. Le manoir de Bécon il ressemblait à une page de magazine alors que je m'en approchais ce samedi soir. Des voituriers en nœud papillon prenaient les voitures de luxe des invités en tenue de soirée. Des guirlandes lumineuses illuminaient le chemin du jardin jusqu'à la porte d'entrée. Une bannière proclamant « Joyeux 60e anniversaire William » était suspendue au-dessus de l'entrée. J'ai serré mon cadeau soigneusement emballé et j'ai essayé de calmer mon cœur qui battait la chamade. J'avais passé 3 heures à me préparer. Mes cheveux châtains foncés étaient coiffés en vagues lâches. Mon maquillage était subtil mais flatteur pour mes yeux verts, que les gens disaient être mon meilleur atout. La robe bleu marine était classique et sobre, appropriée pour l'occasion sans attirer une attention excessive. Je voulais avoir l'air réussi, bien mise, comme quelqu'un que papa serait fier de présenter comme sa fille. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse sonner. Audrey se tenait là, une flûte de champagne à la main, l'air d'avoir 10 ans de moins que ses 48 ans, grâce à je ne sais quelle procédure cosmétique qu'elle nie régulièrement avoir subie. « Freddy » dit-elle, sa voix sirupeuse de fausse chaleur. « Quelle surprise ! William a mentionné qu'il t'avait invité, mais je lui ai dit que tu serais trop occupé, tu sais, avec ton petit travail de dessin.
Design graphique, ai-je corrigé en forçant un sourire. Et je ne manquerai pas l'anniversaire de papa. Elle m'a regardé de haut en bas. Cette robe est certainement. Un effort. Entre. La plupart des invités importants sont déjà là. Je l'ai suivi dans le hall d'entrée, qui avait été transformé en zone de réception. Des serveurs circulaient avec du champagne et des hors-d'œuvre. Un pianiste jouait doucement dans un coin. Au moins 50 personnes se mêlaient, la plupart portant des vêtements de créateurs qui faisaient passer ma robe de luxe pour une trouvaille de fin de série. Ton père est dans la pièce principale avec les membres du conseil d'administration, a dit Audrey, faisant un vague geste vers l'arrière de la maison. Jordan l'aide à divertir les invités. Tu devrais prendre un badge nominatif à la table d'accueil avant de te joindre à eux. Nous ne voudrions pas que les gens se demandent qui t'a laissé entrer. Elle s'est éloignée pour saluer un couple qui entrait derrière moi, sa voix se transformant instantanément en un ravissement sincère. Sénatrice Patricia, quel plaisir de vous voir tous les deux. J'ai posé mon cadeau sur la table désignée, déjà encombrée de paquets élégamment emballés, et je me suis dirigé vers la table d'accueil dans le coin. Une jeune femme en noir était assise derrière, cochant des noms sur une liste et préparant des badges nominatifs personnalisés. Salut, je suis Freddie Montgomery, ai-je dit. La fille. Elle a levé les yeux, surprise. Oh, vous n'êtes pas sur ma liste des participants attendus. J'ai été invité, ai-je dit, lui montrant l'invitation que j'avais glissée dans ma pochette, par mon père directement. Laissez-moi vérifier avec Madame Montgomery, a-t-elle commencé, mais je l'ai interrompue. S'il vous plaît, ne la dérangez pas. Je vais juste attendre ici pendant que vous me faites un badge. Elle a hésité, puis a hoché la tête. Je vais devoir le faire à partir de rien. Les badges préimprimés ne sont que pour la liste d'invités confirmés. Veuillez me donner quelques minutes. Je me suis mise de côté pour attendre, acceptant une coupe de champagne d'un serveur qui passait. De ma position, je pouvais voir dans la pièce principale où se tenait papa, entouré d'hommes en costume coûteux. Il avait l'air bien, ses cheveux plus argentés que la dernière fois que je l'avais vu, mais sa posture toujours imposante. Jordan se tenait à côté de lui, 17 ans maintenant, et se comportant déjà avec la confiance arrogante de quelqu'un qui ne s'est jamais soucié de l'argent. Il ressemblait à un ensemble assorti dans leur costume sur mesure. L'hôtesse à la table m'a finalement fait signe. Votre badge est prêt, a-t-elle dit en me tendant une enveloppe scellée. Madame Montgomery a dit de vous dire de le mettre tout de suite. Ils sont sur le point de commencer les salutations formelles. Je l'ai remercié et je me suis éloigné, ouvrant l'enveloppe. Alors que je me dirigeais vers un coin tranquille, quand j'ai sorti le badge nominatif, je me suis figé. En belle calligraphie, là où tout le monde avait son nom et sa relation, comme colocataire d'université de William, ou vice-président de Montgomery Investment, le mien portait simplement la mention « La déception ». Je l'ai regardé, certaine qu'il y avait une erreur, peut-être l'idée de quelqu'un pour une blague. Je me suis retourné vers la table, mais l'hôtesse était occupée avec de nouveaux arrivants. J'ai cherché papa du regard, pensant que j'irais directement le voir, mais il était maintenant engagé avec un couple âgé, Jordan toujours à ses côtés. Alors que j'étais là, incertaine, Audrey est apparue à côté de moi. Y a-t-il un problème avec votre badge, a-t-elle demandé, sa voix toute innocente. Je le lui ai montré. Il y a eu une erreur. Elle y a jeté un coup d'œil et a ri. Un son cristallin qui a porté juste assez loin pour que les invités à proximité se tournent avec curiosité. Oh, celui-là, je l'ai fait personnellement. J'ai pensé que ce serait amusant. Une blague de famille et tout ça. Ce n'est pas amusant, ai-je dit, ma voix basse. Eh bien, c'est vrai, n'est-ce pas, a-t-elle répondu, toujours souriante. William n'a certainement pas caché sa déception quant à tes choix de vie. Je suis sûr que tout le monde ici connaît l'histoire de la fille qui a refusé de rejoindre l'entreprise familiale. De l'autre côté de la pièce, j'ai surpris Jordan qui nous regardait, un sourire narquois aux lèvres. Cela avait été planifié, pas une cruauté spontanée. Je ne porterai pas ça, ai-je dit, me préparant à le remettre dans l'enveloppe. La main d'Audrey a jailli, saisissant mon poignet avec une force surprenante. Ne fais pas de scène, Freddie. C'est la soirée de William. Si tu ne peux pas supporter une petite blague à une fête où tu as à peine été invité, peut-être devrais-tu partir. Elle m'a arraché le badge de la main et l'a attaché à ma robe avant que je puisse réagir. Voilà, maintenant tout le monde sait qui tu es. Elle s'est éloignée,
me laissant seul avec la déception littéralement épinglée sur ma poitrine. J'ai envisagé de l'arracher, mais cela laisserait une déchirure évidente sur ma robe. J'ai envisagé de partir, mais cela signifierait qu'Audrey avait gagné. Surtout, je voulais parler à papa, voir s'il était au courant, voir s'il me défendrait. Alors, je suis resté, le badge devenant plus lourd à chaque minute qui passait alors que je rassemblais le courage d'approcher mon père dans sa propre maison. Pendant 30 minutes, j'ai circulé sur les bords de la fête, ma coupe de champagne serrée comme un bouclier. Les gens jetaient un coup d'œil à mon badge, puis détournaient rapidement le regard, les conversations s'interrompant lorsque j'approchais. Certains semblaient embarrassés pour moi, d'autres curieux, quelques-uns ouvertement amusés. J'ai attrapé des bribes de chuchotement, sa vraie fille, une sorte de bohème artistique, le mouton noir de la famille. J'ai essayé d'agir normalement, comme si je portais un badge parfaitement ordinaire. Mais à l'intérieur, chaque regard de billet était comme une coupure de papier, petite mais cuisante. Ce n'était pas la première fois qu'Audrey orchestrait mon humiliation lors d'une réunion de famille. Il y a 3 Noëls, j'avais été invité à leur fête de fin d'année. Audrey m'avait accidentellement exclu de l'échange de cadeaux familial, me laissant les mains vides pendant que tout le monde ouvrait des cadeaux. Quand je l'ai mentionné, elle s'est exclamée « Oh, mais Freddy, nous ne nous attendions pas à ce que tu viennes. Tu manques tellement d'événements familiaux. » Papa avait marmonné quelque chose sur le fait de me donner quelque chose plus tard, mais ne l'a jamais fait. Au 16e anniversaire de Jordan, Audrey m'avait présenté aux invités comme la première ébauche de la parentalité de William, avant de présenter Jordan comme la version finale et polie. Papa avait ri avec les autres, le prenant comme une blague plutôt que comme la cruauté délibérée que c'était. Chaque fois, j'avais ravalé ma blessure, me disant que maintenir une relation avec papa valait les indignités occasionnelles. Chaque fois, je me promettais de ne plus me mettre dans cette position. Pourtant, me voilà, faisant exactement cela. Freddy Montgomery. Je me suis tourné pour trouver un gentleman plus âgé aux yeux bienveillants et aux nœuds papillons qui s'approchait de moi. Il m'a fallu un moment pour reconnaître Thomas Harrington, le plus vieil ami de papa de l'université et son ancien partenaire commercial avant qu'ils ne se séparent. Monsieur Harrington, ai-je dit, sincèrement heureuse de voir un visage amical. Cela fait des années, trop d'années, a-t-il dit en me serrant doucement dans ses bras. Et c'est toujours Thomas pour toi, ma petite. Il a reculé et ses yeux sont tombés sur mon badge, son expression s'assombrissant. Qu'est-ce que c'est que ça, au nom de Dieu? J'ai combattu l'envie de le couvrir avec ma main. Apparemment, ma belle-mère a un sens de l'humour unique. Cette femme, a-t-il marmonné en secouant la tête. Ton père n'aurait jamais dû. Il s'est arrêté. Comment vas-tu vraiment, Freddy? La dernière fois que j'ai entendu parler de toi, tu faisais des vagues dans le monde du design. Pendant quelques minutes, nous avons discuté de ma carrière, de mes projets récents et de sa semi-retraite. Ça faisait du bien de parler à quelqu'un qui se souvenait de moi d'avant, qui connaissait la relation que papa et moi avions autrefois. Ton père parle de toi parfois, a dit soudainement Thomas, quand elle n'est pas là. Vraiment? Thomas a hoché la tête. Il suit ton travail plus que tu ne le penses. Il a un dossier de coupure de presse et d'impression dans le tiroir de son bureau. Cela m'a surprise. Il ne répond jamais quand je lui envoie des nouvelles. William n'a jamais été doué pour s'exprimer, a soupiré Thomas. Et les choses ont été tendues à la maison ces derniers temps. L'entreprise a connu quelques difficultés. Le développement de Johnson a échoué après qu'ils aient investi des millions dans les préparatifs. Je ne le savais pas, ai-je admis. L'entreprise de papa avait toujours semblé être une machine à succès inarrêtable. Il ne voudrait pas que tu le saches. La fierté, tu comprends. Mais cela a créé beaucoup de pression. Audrey aime un style de vie coûteux, et Jordan entre à la Harvard Business School l'automne prochain. Avant que je puisse répondre, la voix d'Audrey a percé le bruit ambiant alors qu'elle s'approchait avec un groupe de femmes. Et la voilà maintenant, notre petite artiste. Elle a fait un geste vers moi comme si j'étais une pièce de musée. Freddy, ces dames posaient justement des questions sur toi. Je leur disais à quel point nous pensions que tu étais courageuse, de poursuivre ta passion malgré les réalités financières. Les femmes, toutes dégoulinantes de bijoux qui auraient pu payer mon loyer pendant des mois, m'ont regardé avec des expressions allant de la pitié à la curiosité. Avez-vous une carte de visite, a demandé l'une, son ton suggérant qu'elle me faisait une faveur. Mon organisme de bienfaisance a parfois besoin de quelqu'un pour concevoir des dépliants.
Nous ne pouvons pas payer beaucoup, mais ce serait une visibilité. Je facture les tarifs standards de l'industrie, ai-je répondu en forçant un sourire. Mais merci de votre intérêt. Audrey a ri comme si j'avais raconté une blague. Toujours l'idéaliste. Pendant ce temps, Jordan vient d'être accepté à la Harvard Business School, suivant les traces de son père. Merveilleuse nouvelle, a dit Thomas, bien que j'ai décelé une certaine platitude dans son ton. Travaillera-t-il pour William après l'obtention de son diplôme? Bien sûr, a rayonné Audrey. Le plan est qu'il le suive pendant 1 an, puis qu'il prenne en charge la nouvelle division de développement. William dit qu'il n'a jamais vu un tel sens des affaires naturelles, même en lui-même à cet âge. Le message était clair. Jordan était l'héritier présomptif, le véritable héritage Montgomery. J'étais l'aberration génétique qui avait en quelque sorte manqué le gène des affaires de la famille. Thomas s'est excusé pour aller chercher un autre verre, me donnant une tape de soutien sur le bras en partant. J'étais sur le point de trouver une excuse pour échapper au cercle d'Audrey quand papa s'est enfin approché. Freddy, a-t-il dit, sa voix rauque de ce qui aurait pu être de l'émotion ou juste les effets du scotch. Tu es venu. Joyeux anniversaire, papa, ai-je répondu, m'avançant pour un câlin. Il ne m'a pas vraiment rendu l'appareil, ses mains tapotant maladroitement mon dos. Tu as l'air, a-t-il fait une pause, semblant me voir vraiment pour la première fois. Bien, en bonne santé. Audrey a glissé son bras sous le sien. Chérie, les Peterson partent et doivent dire au revoir. Freddy, tu nous excuseras, n'est-ce pas? Les affaires familiales appellent. Papa s'est laissé emmener, lançant un « on se parle plus tard » par-dessus son épaule qui sonnait plus comme une formalité qu'une promesse. Pendant le dîner, j'ai essayé à plusieurs reprises d'avoir un moment privé avec papa, mais Audrey était toujours là, interceptant, redirigeant, créant des barrières de personnes et de conversation. Le plan de table me plaçait à une table loin de la famille, avec des associés éloignés qui n'avaient clairement aucune idée de qui j'étais. Au moment des discours, Jordan a commencé, livrant un hommage poli à « l'homme qui m'a tout appris sur le succès ». Divers associés ont suivi, louant le sens des affaires et la générosité de papa. Finalement, papa lui-même s'est levé pour remercier tout le monde d'être venu. En regardant autour de moi dans cette pièce, a-t-il dit, le verre levé, je vois les gens qui ont rendu ma vie riche et pleine de sens. Ma belle femme, Audrey, qui a été ma partenaire dans tous les sens du terme. Mon fils Jordan, qui me rend plus fier chaque jour alors qu'il se prépare à perpétuer l'héritage Montgomery. J'ai attendu ma mention, une reconnaissance de mon existence, mais elle n'est jamais venue. Il a remercié ses partenaires commerciaux, ses copains de golf, même son entraîneur personnel, mais pas sa fille. Quand Audrey s'est levée pour le dernier toast du programme officiel, elle a inspecté la pièce avec la satisfaction d'un général dont le plan de bataille se déroulait parfaitement. À William, a-t-elle dit, qui a surmonté tous les obstacles pour construire quelque chose de vraiment remarquable, qui n'a jamais laissé les déceptions, ses yeux se sont posés sur moi, point le distraire de la création d'un héritage digne d'être célébré. La salle a levé ses verres avec un accord enthousiaste, ignorant ou indifférent à la pique délibérée. J'ai levé le mien aussi, maintenant insensible aux affronts continus. Alors que les invités se déplaçaient vers la bibliothèque pour le dessert et le café, j'ai fait une autre tentative pour approcher papa. J'avais à peine fait 2 pas dans sa direction quand Audrey est apparue à mes côtés, le champagne se balançant dangereusement près de ma robe. Oups, s'est-elle exclamée alors que le liquide doré se renversait sur le tissu bleu, créant une tache immédiatement visible. Comme je suis maladroite. Elle n'a pas pris la peine d'avoir l'air désolée alors qu'elle me tendait une serviette en papier. Tu devrais t'occuper de ça. La salle de bain est au bout du couloir. Alors que je tamponnais inefficacement la tache qui s'étendait, Audrey s'est penchée près de moi, son visage parfaitement maquillé à quelques centimètres du mien. Tu aurais dû rester à l'écart, a-t-elle chuchoté, la voix assez basse pour que les invités à proximité ne puissent pas entendre. Tu ne fais que l'embarrasser. Tout le monde sait que tu n'es là que parce qu'il se sent obligé d'inviter sa première erreur. Je l'ai regardé, le masque de civilité que j'avais maintenu toute la soirée se fissurant enfin. Pourquoi me détestes-tu tant? Qu'est-ce que je t'ai fait? Quelque chose a brillé dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait presque à de la peur avant d'être remplacé par un dédain froid. Tu es un rappel de sa vie avant moi. Un symbole vivant de son plus grand échec, son mariage raté. Chaque fois qu'il te regarde, il voit ce qui aurait pu être s'il était resté avec ta mère. Et je ne permettrai pas au passé de menacer ce que j'ai construit. Elle s'est redressée,
son sourire public de retour. Essaie de te nettoyer avant de rejoindre la fête. Bien que peut-être serait-il préférable que tu appelles simplement une voiture. Tu as l'air fatigué. Elle s'est éloignée, victorieuse une fois de plus, me laissant seul avec le champagne qui trempait ma robe jusqu'à ma peau. Dans la luxueuse salle de bain des invités, j'ai fixé mon reflet en épongeant le champagne de ma robe ruinée. La femme qui me regardait semblait être une étrangère, les yeux brillants de larmes non versées, la déception, toujours bien en vue sur sa poitrine. À ce moment-là, la voix de ma mère m'est revenue avec une clarté parfaite. C'était pendant ma première année d'université, alors que je travaillais 3 emplois et que je dormais à peine, essayant de prouver à papa que je pouvais m'en sortir seul. J'avais appelé maman en larmes après qu'il ait décliné mon invitation à une exposition étudiante où mon travail était présenté. Ma chérie, avait-elle dit, sa voix douce mais ferme. Tu ne peux pas te mettre le feu pour garder les autres au chaud. À l'époque, j'avais rejeté cela comme l'une de ces exagérations poétiques. Mais debout dans la maison de mon père, portant un badge qui proclamait son rejet de moi, la vérité de ces mots a finalement fait son chemin. Pendant des années, je m'étais consumé, cherchant une chaleur qui ne me serait jamais rendue. Qu'est-ce que je faisais ici? Pourquoi me laissais-je humilier encore et encore dans l'espoir désespéré qu'un jour mon père me verrait vraiment? Pourquoi donnais-je à Audrey le pouvoir de définir ma valeur avec un badge et des mots cruels? J'ai pensé au discours de papa, à l'effacement complet de mon existence de son récit. J'ai pensé au père qui m'avait autrefois balancé sur ses épaules et m'avait appelé son étoile. J'ai pensé à l'homme qui avait permis à sa femme de qualifier sa fille de déception pour amuser ses invités. J'en avais assez de me consumer. La décision, une fois prise, a apporté un sentiment immédiat de clarté. Je ne m'éclipserai pas dans l'humiliation comme le voulait Audrey. Je ne continuerai pas ce schéma pendant une autre décennie. Je dirai ce que j'avais à dire avec dignité, puis je m'en irai, non seulement de cette fête, mais de l'espoir toxique qui m'avait maintenu attaché à une relation qui n'existait que dans ma mémoire. J'ai redressé les épaules, j'ai ajusté ma robe abîmée et je suis retourné à la fête avec plus de confiance que je n'en avais ressenti depuis des années. Le service du dessert était en cours dans la grande bibliothèque. Des verres en cristal de Porto et de cognac circulaient aux côtés de pâtisseries délicates. Papa se tenait près de la cheminée, riant de quelque chose que Jordan avait dit. Audrey présidait le tout comme une reine, sûre de son domaine. Je me suis dirigé vers le centre de la pièce, j'ai pris une cuillère et je l'ai fait teinter contre mon verre d'eau. Le son aigu a coupé les conversations, et les têtes se sont tournées dans ma direction. Excusez-moi, ai-je dit, ma voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. J'aimerais porter un toast. Le visage d'Audrey s'est crispé d'alarme. Papa avait l'air confus, puis inquiet. Jordan a souri en coin, anticipant une scène qui cimenterait davantage mon statut d'embarras familial. À mon père pour son 60e anniversaire, ai-je poursuivi alors que la pièce tombait dans le silence, et à la dernière fois que vous me verrez. L'expression de papa est passée de la confusion au choc. Il a fait un demi-pas en avant, mais j'ai levé la main. Pendant des années, j'ai essayé d'être la fille que tu voulais. J'ai tendu la main, j'ai fait des efforts, j'ai ravalé les insultes et j'ai enduré des humiliations, grandes et petites. J'ai accepté d'être exclu des photos de famille, des vacances en famille, et apparemment d'être considéré comme une famille tout court. J'ai détaché le badge de ma robe et je l'ai brandi. Ce soir, j'ai été étiqueté la déception. Mais la vraie déception ici, ce n'est pas moi. C'est ce qu'est devenu l'homme qui m'a autrefois dit que j'étais son étoile. Le visage de papa était devenu pâle. Freddy, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Ce ne l'est jamais, ai-je répondu. Il n'y a jamais eu de moment ni d'endroit pour moi dans cette version de ta vie, et j'accepte enfin cela. Je me suis tourné pour m'adresser à la foule silencieuse des invités. Je m'excuse d'interrompre votre soirée. Beaucoup d'entre vous ont été gentils et aucun d'entre vous n'a demandé à assister à un drame familial. Mais parfois, nous avons besoin de témoins lorsque nous nous défendons enfin. De retour à papa qui avait l'air accablé. Je ne te déteste pas. Je ne te blâme même plus. Mais j'ai fini d'essayer de gagner l'amour qui aurait dû être donné librement. J'ai fini d'être la déception. J'ai posé le badge sur la table la plus proche. Joyeux anniversaire, papa. Je te souhaite bonne chance. Vraiment, mais c'est un adieu. La pièce est restée figée alors que je me dirigeais vers la porte. J'ai entendu papa appeler mon nom, j'ai entendu le grincement d'une chaise alors qu'il se levait, mais je ne me suis pas retourné.
À chaque pas, le poids que j'avais porté pendant des années semblait s'alléger. Au moment où j'ai atteint le hall d'entrée, j'ai eu l'impression que je pouvais m'envoler. Derrière moi, je pouvais entendre le murmure des voix s'élever. La tentative stridente d'Audrey de reprendre le contrôle de la situation. Les tons plus profonds de papa qui coupaient court. Rien de tout cela n'avait plus d'importance. J'avais dit ce que j'avais à dire. J'étais libre. À la table des cadeaux, je me suis arrêté juste un instant pour placer un dernier article à côté de la montre emballée que j'avais apportée. Une enveloppe scellée avec le nom de papa écrit de ma calligraphie la plus soignée. Puis j'ai franchi la porte, sortant dans l'air frais du soir, sans regarder en arrière. L'enveloppe était dans le tiroir de mon bureau depuis des mois. Je l'avais préparée lors d'un exercice de thérapie sur le lâcher-prise des relations douloureuses. À l'intérieur se trouvait un document que j'avais fait rédiger par mon avocat, renonçant formellement à toute prétention sur l'héritage de la famille Montgomery. Non pas qu'il y ait jamais eu d'indication que je serais incluse dans le testament de papa, mais je voulais que la rupture soit complète et sans ambiguïté. À l'intérieur se trouvaient également 3 photographies. Moi à 7 ans avec papa à mon anniversaire, tous deux rayonnants. Moi à ma remise de diplôme de lycée, seul parce que papa avait une urgence professionnelle. Et une photo professionnelle récente où j'avais l'air confiante et réussie, la femme que j'étais devenue sans son aide. Le dernier élément était une lettre, non pas colérique ou accusatrice, mais honnête d'une manière que je ne m'étais jamais autorisé à être avec lui. J'y écrivais sur mes souvenirs d'enfance, les bons et les mauvais, sur la façon dont son approbation avait été la monnaie de ma valeur personnelle pendant trop longtemps. Sur la façon dont j'avais enfin appris à me valoriser sans sa validation. Je terminais en lui souhaitant du bonheur et en le remerciant pour les dons qu'il m'avait faits, la détermination, la résilience, et finalement la poussée pour trouver ma propre voie. Ça avait été la lettre la plus difficile que j'ai jamais écrite. Chaque mot soigneusement choisi pour exprimer la vérité sans venin. Je n'avais jamais eu l'intention de la lui donner. C'était censé être symbolique, une partie de mon processus de guérison. Mais au fur et à mesure que les événements de la fête se déroulaient, j'ai réalisé que c'était exactement ce qui devait être dit, même s'il ne répondait jamais. En m'éloignant du manoir en voiture, j'ai ressenti un mélange complexe de chagrin, de libération et d'une incertitude vertigineuse. Je venais de couper le cordon avec mon dernier parent de sang. La finalité de la chose était à la fois terrifiante et exaltante. J'ai conduit directement à l'appartement de ma meilleure amie Sophia à Somerville. Nous avions été colocataires à l'université et elle avait été témoin du pire de ma lutte avec la dynamique de ma famille. Quand elle a ouvert la porte pour me trouver encore dans ma robe de soirée tachée, le mascara coulant à cause de larmes enfin libérées, elle a simplement ouvert les bras. Que s'est-il passé, a-t-elle demandé après m'avoir installé sur son canapé avec un verre de vin et un sweatshirt emprunté. Je lui ai tout raconté, les mots sortant entre des sanglots et des éclats de rire incrédules occasionnels devant l'absurdité du badge, du champagne, du toast final. « Je suis si fier de toi », a dit Sophia quand j'ai fini. « Tu le sais, n'est-ce pas ? Ce que tu as fait a demandé un courage incroyable. » « Ou une stupidité incroyable », ai-je répondu, tentant l'humour à travers mon épuisement. Je viens de me renier publiquement à l'événement social de la saison à Boston. Ça va rendre la recherche d'emploi dans cette ville encore plus intéressante. Tu t'es défendu contre des personnes qui t'ont émotionnellement maltraité pendant des années, a contré fermement Sophia. Rien de tout cela n'est stupide. Je suis resté sur son canapé cette nuit-là, trop épuisé pour retourner à mon appartement. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 15 appels manqués du numéro de papa et une série de messages textes de plus en plus frénétiques. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. Où restes-tu, Freddy? S'il te plaît. Il y avait aussi 2 textos d'Audrey, prévisiblement venimeux. Comment oses-tu faire une scène à l'anniversaire de ton père? Égoïste comme toujours. William est contrarié à cause de ta performance théâtrale. J'espère que tu es satisfaite d'avoir ruiné sa journée spéciale. J'ai bloqué leurs 2 numéros sans répondre. Au cours des jours suivants, je suis resté avec Sophia tout en postulant à des emplois et en essayant de traiter ma nouvelle réalité. J'alternais entre le sentiment d'être renforcé par ma décision et d'être rongé par la culpabilité d'avoir publiquement embarrassé papa. Sophia est restée mon soutien indéfectible, me rappelant toutes les fois où il n'avait pas été là pour moi, toutes les fois où il avait permis à Audrey de me rabaisser sans conséquence. Il te contacte maintenant parce que tu lui as enlevé son contrôle, a-t-elle souligné, pas parce qu'il a soudainement réalisé qu'il t'aime et te valorise. Une semaine après la fête,
Sophia et moi dînions chez elle quand sa sonnette a retenti. Elle a répondu, a eu une brève conversation, puis s'est tournée vers moi avec une expression étrange. « Il y a quelqu'un ici pour te voir », a-t-elle dit. Thomas Harrington. J'ai été choqué. L'ami de papa, Thomas. Comment m'a-t-il trouvé? Apparemment, il a appelé toutes les Sophia des annuaires de la région de Boston jusqu'à ce qu'il trouve la bonne. Thomas avait l'air plus âgé qu'à la fête, des rides de fatigue gravées autour de ses yeux, mais il a souri chaleureusement quand je l'ai rencontré dans le salon de Sophia. « J'espère que je ne dérange pas », a-t-il dit. William devient fou en essayant de te trouver. Je ne suis pas prête à lui parler, ai-je répondu fermement. Thomas a hoché la tête. Je comprends. Je ne suis pas là pour te mettre la pression. Mais je pensais que tu devrais savoir ce qui s'est passé après ton départ. Il m'a dit que mon départ avait causé une perturbation importante. Papa avait essayé de me suivre, mais avait été retardé par des invités choqués qui posaient des questions. Le temps qu'ils sortent, j'étais parti. À son retour à la fête, il avait trouvé Audrey déjà en train de présenter ma sortie comme une manœuvre dramatique pour attirer l'attention. Puis il a trouvé ton enveloppe, a poursuivi Thomas. Il l'a ouverte là, devant tout le monde. Je n'ai jamais vu William Montgomery sans voix auparavant, mais il l'était après avoir lu ce que tu avais écrit. J'ai dégluti difficilement. Est-ce qu'il te l'a montré? Non, mais quoi que ce soit, ça a touché une corde sensible. Il s'est excusé de sa propre fête pendant plus d'1 heure. À son retour, il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Il a mis fin à la fête plus tôt, renvoyant tout le monde chez soi. Et Audrey? Thomas a grimacé. Elle était furieuse, bien sûr, a essayé de faire passer ça pour une querelle de famille auprès des invités, mais je les ai entendus se disputer plus tard. William posait des questions sur le badge. Apparemment, il n'était pas au courant de ce détail particulier jusqu'à ton toast. Cela m'a surprise. J'avais supposé que papa était pleinement complice de l'humiliation. Il m'appelle tous les jours pour me demander si j'ai eu de tes nouvelles, a poursuivi Thomas. Je ne l'ai jamais entendu aussi persistant à propos de quelque chose qui n'est pas lié aux affaires. Que veut-il, ai-je demandé, incertaine de ce que je devais ressentir de cette information. Te parler. C'est tout ce qu'il dira. Thomas a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti une carte de visite. C'est mon numéro personnel. Si jamais tu veux joindre ton père sans passer par Audrey, tu peux m'appeler comme intermédiaire. Pas de pression, pas de délai, juste une porte ouverte si jamais tu le souhaites. J'ai accepté la carte sans rien promettre. Après le départ de Thomas, Sophia et moi sommes restés éveillés tard à discuter de ce que sa visite pourrait signifier. Ce n'est pas parce que ton père te contacte que tu lui dois quoi que ce soit, m'a-t-elle rappelé. Tu peux prendre tout le temps dont tu as besoin ou ne jamais répondre du tout. Il s'agit de ce dont tu as besoin maintenant. Elle avait raison, bien sûr. Pourtant, une petite partie de moi, la petite fille qui croyait autrefois que son papa avait décroché la lune, se demandait ce qu'il avait pensé en lisant ma lettre. Se demandait si peut-être mes mots avaient enfin percé le mur qu'Audrey avait construit autour de lui. Mais je n'étais pas prête. La blessure était trop fraîche, le schéma trop établi. Si ce n'était qu'un autre cycle de douleur suivi d'une attention temporaire suivie d'un rejet renouvelé, je ne pourrais pas le supporter. Je devais d'abord me concentrer sur la reconstruction de ma propre vie. Alors, j'ai mis la carte de Thomas dans mon portefeuille et j'ai tourné mon attention vers la recherche d'emploi, vers la recherche d'un nouvel appartement que je pouvais me permettre, vers les préoccupations pratiques de la vie après une amputation émotionnelle. Les appels de numéros inconnus ont finalement cessé. Les textos ont cessé. Pendant 6 semaines, il y a eu un silence du manoir Montgomery de Beacon Hill. Et dans ce silence, j'ai commencé à guérir. Les 6 semaines qui ont suivi la fête d'anniversaire de papa ont été parmi les plus transformatrices de ma vie. Sans le poids de la recherche de son approbation, j'ai canalisé toute mon énergie dans la reconstruction de ma carrière et de mon estime de soi. J'ai trouvé un emploi chez Horizon Design, une agence de création progressiste connue pour son approche innovante et son environnement collaboratif. Mon portfolio, que j'avais méticuleusement entretenu même pendant les périodes difficiles, a suffisamment impressionné la directrice de création pour qu'elle m'offre un poste sur le champ. Le salaire était modeste mais juste, et plus important encore, il valorisait ma perspective artistique plutôt que de la voir comme un handicap. Sophia m'a aidé à trouver un studio minuscule mais abordable à Cambridge, plus près de mon nouveau travail et plus loin de Beacon Hill. La distance semblait symbolique autant que pratique,
une manifestation physique de la frontière émotionnelle que j'avais finalement établie. J'ai aussi commencé une thérapie avec le Dr Lynn, une femme compatissante spécialisée dans les traumatismes familiaux. Nos séances hebdomadaires sont devenues des ancrages alors que je naviguais dans ma nouvelle indépendance. Elle m'a aidé à reconnaître des schémas que je n'avais jamais remarqués, comment je m'excusais excessivement, comment je minimisais mes réalisations, comment j'anticipais le rejet avant qu'il ne se produise. De petits comportements qui faisaient écho à ma relation avec papa et Audrey, s'infiltrant dans tous les aspects de ma vie. Vous avez passé votre vie d'adulte à essayer de prouver votre valeur à quelqu'un qui ne la verra jamais, a observé le Dr Lynn lors d'une séance. À quoi ressemblerait-il de diriger cette énergie vers vous-même à la place? C'était un concept révolutionnaire. J'ai commencé à tenir un journal de petites victoires et de moments de joie. J'ai renoué avec des amis d'université que j'avais négligés en poursuivant l'approbation de papa. J'ai rejoint un cours d'art communautaire, redécouvrant le pur plaisir de créer sans pression ni jugement. Sophia est restée mon plus grand soutien, me traînant à des événements sociaux quand je serais resté à la maison, célébrant mes succès, aussi petits soient-ils, écoutant sans jugement les mauvais jours. Nous plaisantions en disant qu'elle était ma famille choisie, mais il y avait une vérité profonde dans cet humour. Elle me montrait à quoi ressemblait réellement un soutien inconditionnel. Mon premier projet chez Horizon a été de redessiner l'identité de marque d'une coopérative alimentaire durable locale. Mon concept était centré sur les thèmes de la croissance et de la communauté, qui résonnaient profondément en moi pendant cette période de transformation personnelle. Lorsque le client a approuvé mon design avec enthousiasme, mes collègues m'ont emmené boire un verre pour fêter ça. Pour la première fois peut-être de ma vie professionnelle, je me suis permis de m'approprier pleinement mon succès plutôt que de le minimiser. Je venais de retourner à mon bureau après ce déjeuner de célébration lorsque la réceptionniste a appelé « Freddy, il y a quelqu'un ici pour te voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais dit que c'est important. » Supposant que c'était un coursier avec du matériel pour l'un de nos projets, je me suis dirigé vers la réception sans inquiétude. L'homme debout près du bureau d'accueil, le dos tourné alors qu'il examinait les designs encadrés sur le mur, était immédiatement reconnaissable malgré les vêtements décontractés inhabituels et la posture légèrement voûtée. Papa. Je me suis figé, non préparé à cette collision de mon ancienne vie et de ma nouvelle. Il s'est tourné, sentant peut-être ma présence, et le choc s'est intensifié. William Montgomery semblait diminuer en quelque sorte. Ses cheveux argentés étaient moins parfaitement coiffés. Une légère barbe ombrait sa mâchoire habituellement rasée de près. Et la posture confiante que je lui avais associée depuis l'enfance était sensiblement absente. « Freddy » a-t-il dit, sa voix ne portant aucune de son autorité habituelle. « J'espère que je ne dérange pas », la réceptionniste a jeté un regard entre nous, sentant clairement la tension. Dois-je lui demander de partir? J'aurais dû dire oui. Toutes les limites que j'avais établies, toutes les leçons de la thérapie, toutes les leçons douloureuses apprises suggéraient que je devrais le renvoyer. Mais la vulnérabilité inhabituelle dans son expression m'a fait hésiter. Nous pouvons parler dans la salle de pause, ai-je finalement dit. J'ai 15 minutes avant ma prochaine réunion. C'était un mensonge, mais cela me donnait une voie de sortie, une limite de temps à cette rencontre inattendue. Papa a hoché la tête, me suivant en silence jusqu'à la petite cuisine qui était vide à cette heure tardive de l'après-midi. « Comment m'as-tu trouvé ?» ai-je demandé une fois que nous étions assis à la petite table, aussi éloigné que l'espace limité le permettait. J'ai engagé quelqu'un, a-t-il admis, un détective privé. J'ai essayé les canaux normaux d'abord, Thomas, des connaissances communes, mais personne ne voulait rien me dire. Parce que je leur ai demandé de ne pas le faire. Il a hoché la tête, acceptant cela. Je sais. J'aurais dû respecter ça, mais j'avais besoin de te voir. Pourquoi? La question est sortie plus sèche que prévu. Papa a baissé les yeux sur ses mains. Des mains fortes et capables qui avaient construit un empire, mais qui avaient si rarement tendu la main à sa fille. Ta lettre, les photographies. Je l'ai lue tous les jours depuis la fête. Je suis restée silencieuse, ne voulant pas lui faciliter la tâche. Tu as écrit que tu te souvenais de l'anniversaire de tes 7 ans, a-t-il poursuivi. Le gâteau dinosaure que ta mère a fait. La façon dont je t'ai appelé mon étoile. Sa voix s'est légèrement étranglée. J'avais oublié ça. Pas seulement le gâteau ou la fête, mais le sentiment. À quel point j'étais fier de toi. À quel point j'étais certain que tu aurais le monde à tes pieds. Que s'est-il passé? Ai-je demandé, la question qui m'avait hanté pendant des décennies. La vie,
le travail, l'ego, a-t-il soupiré lourdement. Après que ta mère et moi nous soyons séparés, j'étais déterminé à prouver que j'avais fait le bon choix, que le sacrifice en valait la peine. Je me suis jeté dans les affaires, dans la création d'un héritage. Et puis Audrey est arrivée, si belle, si impressionnée par mon succès. Elle ne m'a jamais voulu dans ta vie, ai-je dit, énonçant la vérité évidente que nous n'avions jamais reconnue. Non, elle ne le voulait pas. Et je l'ai laissé dicter les conditions parce que c'était plus facile, parce qu'elle validait la version de moi-même que je voulais croire. Le titan, le patriarche, l'histoire à succès. Il a levé les yeux, rencontrant directement les miens. Mais les affaires vont mal, Freddy. Le développement de Johnson était censé nous sauver après que 2 projets précédents aient échoué. Quand cela a échoué, cela a déclenché une cascade. Cette vulnérabilité, cet aveu d'échec était si différent du père que je connaissais que je n'ai pas immédiatement su comment réagir. Audrey et moi nous séparons, a-t-il poursuivi dans mon silence. Elle était furieuse après la fête, m'a blâmé de t'avoir permis de l'humilier. Quand je l'ai confrontée à propos du badge, de toutes les petites cruautés que tu as mentionnées dans ta lettre, elle a montré son vrai visage. Elle a dit qu'elle avait géré ma déception envers toi pendant des années, me protégeant de tes échecs. Il a ri amèrement. 20 ans ensemble, et je ne l'ai jamais vu, ou je n'ai pas voulu le voir. Comment elle m'a progressivement isolé de tous ceux qui me connaissaient avant. Comment elle a positionné Jordan comme le seul successeur digne. Comment elle t'a traité comme une menace plutôt que comme ma fille. Pourquoi me dis-tu ça? Ai-je demandé, me gardant de l'espoir familier qui menait toujours à la déception. Parce que je t'ai laissé tomber, a-t-il dit simplement. Parce que tu méritais un père qui t'a choisi, t'a défendu, t'a célébré. Parce que cette lettre que tu as écrite était la chose la plus honnête que quelqu'un m'ait dite depuis des décennies, et elle a brisé le mur que j'avais construit pour justifier mes choix. La minuterie de mon téléphone a sonné, signalant la fin de nos 15 minutes, un répit pour ne pas avoir à répondre immédiatement à cette vulnérabilité inattendue. Je dois retourner au travail, ai-je dit en me levant. Papa s'est levé aussi. Bien sûr, j'ai pris assez de ton temps. Il a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti une carte de visite. C'est mon numéro de portable personnel, pas celui du bureau, pas le numéro qu'Audrey connaît. Si jamais tu veux parler ou juste avoir besoin de quoi que ce soit, s'il te plaît, appelle. J'ai pris la carte, un miroir du moment avec Thomas des semaines plus tôt. Je ne suis pas prête à te réintégrer dans ma vie, ai-je dit honnêtement. Je ne peux pas revivre ce cycle d'espoir et de rejet. Je comprends, a-t-il dit, et pour une fois, je l'ai cru. Je ne mérite pas une autre chance. Mais si jamais tu décides que je pourrais en gagner une, j'attendrai. En le regardant s'éloigner à travers la réception, les épaules portant toujours ce poids inhabituel, je me suis senti étrangement vide. Pas la justification que j'aurais pu attendre en le voyant humilié, ni l'élan de pardon que les films m'avaient appris à attendre après des excuses sincères, juste une reconnaissance silencieuse que les gens, même les parents, étaient imparfaits et complexes, capables à la fois d'une négligence terrible et d'un remords sincère. J'ai mis sa carte dans le tiroir de mon bureau, pas prête à agir, mais pas prête à la jeter non plus. Puis je suis retourné à mon travail de conception, à la vie que je construisais selon mes propres termes, brique par brique. 3 jours plus tard, j'ai appelé Thomas Harrington et je lui ai demandé de me retrouver pour un café. J'avais des questions auxquelles seul lui pouvait répondre, sur les problèmes professionnels de papa, sur les changements qu'il avait observés depuis la fête, sur le fait de savoir si cette transformation apparente était sincère ou juste une autre manipulation. Il a demandé le divorce, a confirmé Thomas autour de lac dans un café tranquille. Il a déménagé du manoir pour un condo en ville. Il s'est retiré des opérations quotidiennes pour restructurer l'entreprise. Jordan est furieux. Il est complètement du côté d'Audrey, bien sûr. Et tu crois qu'il est sincère dans son désir de renouer avec moi? Thomas a réfléchi attentivement. Je connais William Montgomery depuis 40 ans, à travers les succès et les échecs, le mariage et le divorce. Je ne l'ai jamais vu comme ça, humble, réfléchi. Il porte ta lettre dans son portefeuille, Freddy. Il la sort parfois juste pour la relire. J'ai hoché la tête, traitant cette information. Que ferais-tu si tu étais à ma place? Protège-toi d'abord, a-t-il dit sans hésitation. Fixe toutes les limites dont tu as besoin, mais laisse peut-être la porte ouverte, juste une fente. Pas pour lui, mais pour toi. La clôture se présente sous de nombreuses formes. 2 semaines plus tard,
j'ai envoyé un texto au numéro personnel de papa, suggérant un café un samedi matin dans un lieu neutre. Sa réponse a été immédiate. Donne-moi l'heure et le lieu. Je serai là. Lors de notre rencontre, j'ai clairement exposé mes conditions. Respect pour mon choix de carrière. Pas d'imbrication financière. Mes limites devaient être respectées sans discussion. Si nous devions avoir une relation à l'avenir, elle serait construite à partir de zéro, pas sur une biologie obligatoire. Il a tout accepté, ajoutant qu'il avait lui-même commencé une thérapie, essayant de comprendre les schémas qui l'avaient conduit à de si profondes défaillances en tant que père. C'était la première de nombreuses conversations prudentes au cours des mois suivants. Parfois douloureuses, parfois étonnamment confortables, toujours honnêtes d'une manière que nous n'avions jamais été auparavant. J'ai gardé ma garde, attendant que les anciens schémas émergent, que la critique ou la déception s'infiltre. Mais quelque chose avait fondamentalement changé en lui, ou peut-être en nous deux. Je n'étais plus l'enfant désespéré d'approbation, et il n'était plus le patriarche infaillible. Nous n'étions que deux personnes imparfaites avec une histoire et un ADN partagé, essayant de voir si quelque chose de nouveau pouvait naître des cendres de ce qui avait été perdu. 1 an après l'incident du tristement célèbre badge nominatif, ma carrière chez Horizon Design avait fleuri au-delà de mes espérances. J'avais été promu designer senior, dirigeant une équipe de 3 designers juniors sur des projets de plus en plus prestigieux. Mon travail avait été présenté dans plusieurs publications de l'industrie, et j'avais même été invité à prendre la parole lors d'une conférence de design sur le branding innovant pour les organisations à but non lucratif. Ma croissance personnelle avait suivi le rythme de mon succès professionnel. Grâce à une thérapie continue avec le Dr Lin, j'avais développé des limites saines dans toutes mes relations. J'avais appris à reconnaître ma propre valeur indépendamment de la validation externe. J'avais construit un cercle d'amis qui célébraient mes succès et me soutenaient dans les difficultés sans condition ni jugement. La relation avec mon père avait évolué avec prudence, comme une plante fragile nécessitant un entretien attentif. Nous nous retrouvions un dimanche sur 2 pour le brunch, une tradition neutre qui appartenait uniquement à notre nouveau départ. Nous évitions son manoir avec son histoire chargée et la maison de mon enfance avec ses fantômes de ce qui aurait pu être. Au lieu de cela, nous trouvions de nouveaux endroits, créant des souvenirs non contaminés par le passé. Papa a finalisé son divorce d'avec Audrey, un processus désordonné qui a révélé la vraie nature de son attachement au nom et à la fortune des Montgomery. Jordan a choisi de rester avec sa mère, rejetant les tentatives de papa d'expliquer ou de se réconcilier. L'entreprise s'est progressivement stabilisée sous une nouvelle direction alors que papa prenait un rôle de consultant. Son identité n'était plus uniquement définie par le succès de l'entreprise. Il suivait régulièrement une thérapie, travaillant sur ses propres problèmes d'enfance avec un père distant et une mère axée sur la réussite. Lentement, j'ai commencé à comprendre les schémas générationnels qu'il avait façonnés bien avant que je n'entre en scène, non pas des excuses pour ses échecs en tant que parent, mais un contexte qui m'a aidé à le voir avec plus de compassion. J'ai réalisé quelque chose en thérapie la semaine dernière, m'a-t-il dit lors d'un de nos brunchs, près de 10 mois après le début de notre réconciliation prudente. Je ne me suis jamais vraiment excusé auprès de toi correctement. J'ai expliqué, justifié, même reconnu mes échecs, mais je n'ai jamais simplement dit les mots que tu mérites d'entendre. Il a tendu la main sur la table, sans me toucher, mais en tendant la main en guise d'offrande. Je suis profondément désolé, Freddy, pour les années de négligence, pour avoir laissé Audrey s'interposer entre nous, pour ne pas avoir vu ton talent et ta passion comme les dons qu'ils sont. Pour avoir manqué la femme remarquable que tu es devenue pendant que j'étais concentré sur toutes les mauvaises choses. La simple sincérité de ces mots a fait monter des larmes inattendues à mes yeux. Merci, ai-je dit, la voix épaisse d'émotion. Ça signifie plus que tu ne le penses. Je comprends maintenant pourquoi tu as dû partir cette nuit-là, a-t-il poursuivi. Et je suis reconnaissant chaque jour que tu aies laissé cette porte ouverte, même juste une fente, pour que nous retrouvions notre chemin l'un vers l'autre. La conversation a marqué un tournant dans nos efforts de reconstruction. La tension persistante, l'attente de la prochaine catastrophe, a commencé à se dissiper. Nous n'aurions jamais la relation père-fille typique, trop d'eau avait coulé sous trop de ponts pour cela. Mais nous étions en train de créer quelque chose de nouveau, basé sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. 2 mois plus tard, ma première exposition personnelle a ouvert ses portes dans une petite galerie de Cambridge. Ma série, redéfinie, explorait les thèmes de l'identité, de la transformation et de la famille choisie à travers des créations multimédia. C'était un travail profondément personnel,
dont une grande partie avait été créée pendant mon parcours de guérison après la confrontation de la fête d'anniversaire. Je n'avais pas invité papa, toujours protectrice de mes espaces créatifs. Mais alors que je circulais parmi les visiteurs de la galerie le soir du vernissage, j'ai aperçu une tête argentée familière près de l'entrée. Il se tenait là, hésitant, un petit bouquet de tournesol à la main, clairement incertain si sa présence était la bienvenue. Sophia, qui avait été mon rock tout au long de ce parcours, m'a doucement poussé du coude. C'est à toi de décider. Je peux lui demander de partir si tu veux. J'ai réfléchi un instant. Cette exposition représentait ma sortie de son ombre, ma réappropriation de mon propre récit. Une partie de moi voulait la préserver comme étant exclusivement la mienne. Mais une autre partie a reconnu que la véritable guérison signifiait l'intégration, et non la séparation, de toutes les parties de mon histoire. C'est bon, ai-je dit à Sophia. C'est en fait le moment parfait. J'ai traversé la galerie jusqu'à l'endroit où il attendait. Tu es venu. J'espère que ça va, a dit papa. Thomas a mentionné l'exposition. Je voulais voir ton travail, mais je comprends si c'est une intrusion. Tu es le bienvenu ici, ai-je dit, me surprenant de le penser vraiment. Laisse-moi te faire visiter. Nous avons parcouru la galerie ensemble pendant que j'expliquais mes concepts, mes techniques, la signification personnelle de certaines pièces. Il a posé des questions réfléchies, s'est engagé avec l'œuvre selon ses propres termes, sans jamais la comparer à ce qu'il pensait que l'art devrait être. Vers la fin de notre visite impromptue, nous nous sommes arrêtés devant la pièce maîtresse de l'exposition, une œuvre multimédia intitulée « La déception », qui transformait le cruel badge nominatif en une déclaration puissante sur l'autodéfinition et la résilience. C'est extraordinaire, a dit papa doucement, étudiant les couches complexes et le texte caché. Tu as pris ce moment terrible et tu en as créé quelque chose de beau. C'est ce que font les artistes, ai-je répondu. Nous transformons la douleur en sang. Il a hoché la tête, une lueur de larmes dans les yeux. Je le vois maintenant. Je te vois, Freddy. 4 mots simples, mais ils représentaient tout ce que j'avais autrefois eu si désespérément besoin d'entendre. Plus tard dans la soirée, alors que la galerie commençait à se vider, papa et moi nous sommes assis sur un banc dans un coin, parlant de projets futurs, de ma prochaine présentation à la conférence de design, de son travail bénévole avec un programme de mentorat en affaires pour les jeunes défavorisés, la conversation facile de 2 adultes qui avaient trouvé un terrain d'entente au-delà de l'histoire compliquée de parents et d'enfants. Tu sais, ai-je dit alors que nous nous préparions à partir, maman m'a dit quelque chose une fois qui m'a pris des années à vraiment comprendre. Elle a dit, tu ne peux pas te mettre le feu pour garder les autres au chaud. Ça ressemble à Sandra. Papa a souri tristement. Elle a toujours eu le don des mots. Pendant si longtemps, je n'ai cessé de me consumer en essayant d'être la fille que tu voulais au lieu de la personne que je suis. Apprendre à arrêter de faire ça a été la chose la plus difficile et la plus importante que j'ai jamais faite. Ta mère serait incroyablement fière de la femme que tu es devenue, a-t-il dit. Tout comme moi. Bien que je n'ai aucun droit de m'en attribuer le mérite. Le passé est ce qu'il est, ai-je répondu. Nous ne pouvons pas le changer, mais nous pouvons choisir ce que nous emportons avec nous et ce que nous laissons derrière nous. Au cours de l'année qui a suivi mon départ de la fête d'anniversaire de papa, j'ai appris que le pardon n'est pas un moment unique, mais un processus. Que les limites ne sont pas des murs, mais des structures vitales qui permettent à des liens sains de se former. Que la famille peut être à la fois de sang et choisie, définie par l'amour et le respect plutôt que par l'ADN ou l'obligation. Plus important encore, j'ai appris que ma valeur n'a jamais dépendu de l'évaluation de qui que ce soit d'autre. Que le badge que je portais était celui que je choisissais pour moi-même, artiste, ami, survivante, personne entière. En repensant à ce parcours, je me demande ce qu'il en est pour ceux d'entre vous qui regardent et qui pourraient être aux prises avec des dynamiques familiales similaires. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec ceux qui auraient dû vous protéger? Avez-vous trouvé le courage de vous éloigner de relations qui vous diminuaient plutôt que de vous nourrir? Ou espérez-vous toujours cette reconnaissance, cette validation de quelqu'un qui ne pourra peut-être jamais vous la donner? Quelle que soit votre histoire, sachez que vous n'êtes pas défini par les étiquettes que les autres vous collent. Votre valeur est inhérente, non pas gagnée par l'approbation ou la réussite. Parfois, le plus grand acte d'amour-propre est de s'éloigner de ceux qui ne peuvent pas voir votre vraie valeur. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre.
Abonnez-vous si vous voulez entendre plus d'histoires sur la recherche de la force dans des endroits inattendus et laissez un commentaire sur vos propres expériences avec les limites familiales et la découverte de soi. Merci d'avoir écouté mon parcours de la déception à la détermination, de la recherche de la validation externe à la découverte de ma propre voix. Rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul dans ces luttes. Même quand on a l'impression d'être complètement seul.